C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, mais d'abord, les titres. Pour permettre la mobilité des agents de l'inspection générale de la police, le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, a remis 4 jeeps à ce service. Vous allez suivre la cérémonie dans le journal. Et puis l'insécurité bat son plein à Kinshasa, dans la commune de Matete. Les bandits urbains y opèrent, même en plein jour, malgré la présence des sous-commissariats. Votre rédaction a recueilli quelques témoignages sur place. Et en Afrique, le niveau de performance des financements des PME ne cesse de s'accroître, bien que laissé depuis longtemps à la traîne. La question qui se pose actuellement est liée à la pérennisation de la tendance. Vous allez suivre les détails dans le journal. Voilà, il est temps de vous informer, comme je l'ai dit au début, mesdames et messieurs, les Léopards de la RDC ont remporté leur match contre la Tanzanie sur un score de 1-0. Le but décisif a été inscrit en deuxième mi-temps lorsque le capitaine Chancel Mbemba a marqué de la tête après un léger détour par un défenseur tanzanien. Cette victoire permet à la RDC de renforcer sa position dans les éliminatoires pour la CAN 2025. Les fauves congolais peuvent être fiers de cette performance qui leur ouvre des perspectives prometteuses pour la suite du tournoi. La République démocratique du Congo a été élue le 9 octobre dernier comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec 172 voix sur 190 votants. 190 votants pour le mandat de 2025-2027, une élection vue par plusieurs observateurs comme une victoire diplomatique qui va conforter le positionnement du pays, le permettant ainsi de faire entendre encore plus sa voix au niveau international. Suivez. Membre du Conseil des droits de l'homme avec 172 voix sur un total de 190 pour le mandat 2025-2027, la République démocratique du Congo a bénéficié d'un large soutien de la communauté internationale quant à ces votes, ce qui représente une victoire diplomatique comme le pensent plusieurs avertis dans le pays, tels que le professeur Frank Nyongolongan. Il s'agit d'une victoire diplomatique très importante. Pourquoi? Parce que le Congo va façonner son environnement international. Le Congo va se vendre positivement sur le plan international. Le Congo va faire entendre sa voix sur le plan international et le Congo deviendra de plus en plus fréquentable sur la scène internationale, madame la journaliste. Vous savez, lorsque nous regardons les indicateurs clairs d'une diplomatie agissante, il s'agit aussi parmi tant d'autres indicateurs, le nombre de fréquentations, le nombre de visites officielles et aussi le nombre de sommets organisés au sein d'un État. Et vous allez regarder aujourd'hui, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo ne fait que se prendre plus d'une personne. Parmi les avantages de cette élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme, il y a entre autres l'effet qu'elle va davantage renvoyer l'image d'elle positive dans le monde, mais aussi cet avantage de se faire entendre dans les contextes de guerre de sa partie Est. Moi, je pense que ça valait la peine que nous puissions occuper cette place importante et stratégique afin que nous puissions renforcer notre position, afin que nous puissions renforcer aujourd'hui notre déclaration pour que nous puissions parler d'ailleurs le même langage avec certains États frères, lesquels c'est pour faire comprendre au monde entier que le Congo c'est un État qui respecte les droits de l'homme, le Congo est un État qui est sur un bon chemin de son développement et en dehors de la vente de l'image positive de la RDC sur le plan politique, nous devrions noter aussi les succès économiques que cela apporterait. Et quand je parle du succès économique que cela apporterait, je vois aujourd'hui l'attrait des investisseurs. En vendant l'image positive sur le plan politique, ça influence positivement aussi l'aspect économique du pays. Pourquoi? Les Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, les Kenya, les îles Marshall, les Mexiques, la Macédoine du Nord, les Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse, la Thaïlande sont également élus aux côtés de la République démocratique du Congo pour cause de la protection et la promotion des droits de l'homme au niveau international. Passons à une autre avancée significative pour la RDC, le renforcement
du partenariat entre Kinshasa et Berlin a été au cœur de l'entretien entre la première ministre Judith Suminwa et la ministre allemande de la coopération économique et du développement Svenja Scholz. Ce partenariat concerne les secteurs de l'économie, de la formation professionnelle et de la culture. L'entretien entre les deux personnalités a eu lieu mardi à la clôture de la conférence internationale d'Hambourg. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment les efforts menés par la République démocratique du Congo en matière de gouvernance, d'allègement fiscal et d'amélioration du climat des affaires. La chef du gouvernement congolais a évoqué dans son adresse la volonté de renforcer le partenariat entre la RDC et l'Allemagne dans plusieurs secteurs, dont le développement durable. J'ai eu l'honneur de représenter le chef de l'État dans ce forum sur le développement durable ici à Hambourg, et j'ai eu l'honneur de pouvoir déjeuner avec les chanceliers, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement, et nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec Madame la ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger le jour de mon arrivée ainsi qu'aujourd'hui sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et donc nous avons exploré les différents secteurs sur lesquels on pourrait travailler, au niveau économique, au niveau de la formation professionnelle, au niveau culturel. Pour sa part, la ministre de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne a exprimé son satisfecit quant à l'idée du renforcement de partenariat avec la République démocratique du Congo. Pour moi, d'avoir eu cet entretien avec Madame la Première ministre, en fait, nous avons eu déjà 2 entretiens parce que nous avons déjà passé une soirée ensemble, et je me réjouis que nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et je suis sûr, et l'entretien l'a confirmé, que nous allons continuer ce partenariat intense. La conférence sur le développement durable a servi également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Dans un autre registre, l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central a tenu sa réunion ministérielle extraordinaire à Kinshasa ce mercredi. Il était question d'officialiser l'adhésion de la Zambie d'un côté, mais aussi de faire l'état de lieu sur l'avancement des projets en cours. Une occasion pour le gouvernement de la RDC de réaffirmer son attachement à cette organisation internationale sous-régionale qui compte désormais 7 pays. Au cours de cette réunion ministérielle extraordinaire de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central tenue à Kinshasa, il était question d'officialiser l'adhésion de la Zambie comme 7e pays membre, aux côtés de la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Malawi. Étant 2e économie de l'agence, la RDC lui attache une importance particulière. Notre pays étant la 2e économie de l'organisation, environ 60% des marchandises transitant par le port de Dar es Salaam proviennent de la République démocratique du Congo. Paradoxalement, le coût des transports dans notre pays demeure élevé en raison de l'état de nos infrastructures qui reste insuffisante. Il était aussi question de faire l'état d'avancement des projets en cours pour l'atteinte des objectifs de cette organisation qui est le développement de la sous-région, dont celui que le VPM Jean-Pierre Bemba insiste sur l'importance. Le projet de construction du chemin de fer à écartement standard reliant Uvinza, Tanzanie, à Mosongati, Burundi, ainsi que la connexion avec Uvira et Kindu en RDC représente une opportunité majeure pour notre développement régional.
L'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central a été créée le 2 septembre 2006 pour veiller à la mise en œuvre des dispositions du traité sur le corridor central visant à faciliter le trafic qui transite par le port de Dar es Salaam pour atteindre les pays enclavés d'Afrique de l'Est. Et l'actualité diplomatique nous amène à aborder le sujet sensible, l'affaire Alexandra, qui a conduit la vice-ministre des Affaires étrangères à rencontrer tour à tour la famille de l'étudiante et congolaise décédée au Canada et l'ambassadeur du Canada en RDC, Maryse Guilbeault. La diplomate canadienne a rassuré la vice-ministre de l'implication du gouvernement de son pays pour suivre les enquêtes et faciliter le rapatriement rapide de la dépouille mortelle d'Alexandra vers la RDC. Patience Lokeke. C'est pour clarifier les modalités des rapatriements du corps sans vie d'Alexandra, une ressortissante congolaise décédée au Canada, que la vice-ministre des Affaires étrangères Yamba Kazadi a reçu la famille de la défunte ainsi que l'ambassadrice canadienne en RDC, Maryse Guilbeault. La famille, très émue, a tenu à remercier le gouvernement ainsi que l'ambassadeur canadien pour leur assistance. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. De son côté, Maryse Guilbeault a rassuré la famille concernant le rapatriement du corps à Kinshasa et s'engage à poursuivre les enquêtes. Nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, etc. Donc mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC, le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire. Selon que l'étudiante congolaise Alexandra Martine Diengo Lumbayi, inscrite à l'Université du Québec, a été retrouvée sans vie dans une rivière sur l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières ce mardi 8 octobre. Elle avait été portée disparue depuis le 2 octobre dernier. En lien avec les enjeux de sécurité, signalons que la récente remise de 4 véhicules de marque Toyota type Land Cruiser à l'inspection générale de la police nationale congolaise par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Cet acte représente un pas important vers l'amélioration des services de sécurité. Ces engins roulants ont été remis ce jeudi 10 octobre 2024 à l'immeuble de la territoriale. Ils vont faciliter la mobilité des inspecteurs pour travailler avec professionnalisme. Suivez les patrons de la sécurité de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de le vœu, le souhait et l'ambition de voir notre police mieux équipée. Nous avons un échantillon avec nous. Nous en aurons encore plus demain. Mais ces équipements doivent être utilisés à bon escient. Ils doivent être entretenus. Ils ne doivent pas faire l'objet de négligence. Et tout cela se fait à travers non seulement d'abord la responsabilité, après le contrôle, et lorsqu'il y a des bavures, la sanction. Moi, je voudrais qu'au niveau de l'inspection générale de la police, la sanction soit non seulement de rigueur, mais que vous ne preniez pas du temps à vous auto-sanctionner. Ce n'est que comme cela qu'on arrivera à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. J'encourage l'inspecteur général de la police nationale pour l'initiative qu'il a prise, et non seulement
le fait qu'il ait réussi à mener à bon port ce projet qui va dans le sens de nos souhaits de voir notre police nationale être équipée de manière à lui permettre à bien rendre ses obligations. Malgré les efforts, la problématique de l'insécurité à Kinshasa demeure préoccupante. Une enquête sur le terrain révèle que des défis persistants, la présence des sous-SIAT censés rassurer la population ne répond pas à ce besoin et semble même créer des nouvelles sources d'insécurité. Comment cela découvrir la réponse avec Rachel Misenga et Giscard Tamba. Au départ, les sous-commissariats ont été installés dans les quartiers pour assurer la population lambda face à l'insécurité occasionnée le plus souvent par les jeunes délinquants. Il n'a pas fallu longtemps pour que le riverain du sous-SIAT de Matete constate un phénomène préoccupant. Les sous-SIAT se sont progressivement transformés en des simples lieux de stationnement pour voitures, motos et des manières de plus en plus fréquentes des grands camions. Pire encore, les véhicules garés en grand nombre créent des angles morts, offrant ainsi la nuit comme le jour une aise aux petits voleurs qui trouvent refuge parmi ces véhicules pour mener à bien leurs actes malveillants. Nous sommes à Kinshasa, c'est ce qui se constate partout. Vous allez voir que dans les espaces publics, les véhicules qui sont soit en panne, les véhicules abandonnés, ils sont là et ils gênent des gens de passer. Aujourd'hui, vous allez voir dans tous les SIAT et sous-SIAT, surtout de Kinshasa, vous allez trouver beaucoup de véhicules. On dirait que la mission principale de la police de Kinshasa ou la police congolaise, c'est seulement de protéger les véhicules d'autrui ou parquer les véhicules d'autrui moyennant paiement de quelque chose. C'est ce qui est déplorable, alors que la police est là pour protéger la population et leurs biens. Des résidents témoignent de leur désarroi, affirmant que la présence policière qui était censée apporter sécurité et tranquillité ne fait plus qu'exacerber leur anxiété. Oui, société zaka pembe na biso na terrain chobo soko bimika boye terrain chobo za liboswa mais eloko biso sali constant na quartier toza. Donc kombo ya place ozomona ndenge libulu awa kombo etambola presque batu ebele bayeba koma bengango Dubai. Donc tozana ba garçon ya quartier bayaka awa kosala kimuyibi na bango. Bakobomba manasima boye. Tango baomona ba mama bazoleka na basaki na bango kan ndenge baleka ba 18h 19h okomona ka ba bimeli bango mbala moko na ba machette. Ba téléphone ba saki ba mama bazolela. Role ya société biso to pesa ba plainte na société na biso awa. Botomoni société na biso comme si batondisi li bango ba mituka. Donc moye ba s'occuper na koto mo ko beta batu ba kipakate bango ba landa mingi mituka na bango bazala na ngotuna. De insécurité za total malgré tout ça na société pembeni yao. Les basala ka opération kuna ba yebite. Ti ba yebaka déjà basali opération. Les autorités sont interpellées pour agir rapidement afin de rétablir la confiance entre la police et les citoyens. Un retour à une gestion proactive où ces espaces seraient sécurisés et utilisés à bon escient paraît incontournable pour inverser cette tendance inquiétante. Et en dehors de la capitale, la situation en Ituri mérite également attention, notamment à travers le soutien apporté aux ex-combattants par le lieutenant général Johnny Luboya. Le commandant des opérations militaires en Ituri encourage les ex-combattants de Diago à ne pas quitter les PDDCS. Il les a rassurés que ce programme est l'un des mécanismes permettant de restaurer la sécurité dans la province de l'Ituri. Il a dit au cours de sa descente à Diago, une des localités périphériques de la ville de Bunia. Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, mon général, ainsi prend fin la séance de travail des... Les instructions opérationnelles sont claires. Les ordres sont donnés pour traquer les groupes armés locaux et ADF hostiles au processus de paix. Objectif, pacifier totalement la province en général de l'Ituri et en particulier les territoires d'Njougou, surtout dans les zones minières en secteur de Banyali-Kilo. C'est éventuellement l'état final recherché durant cette période de l'état des sièges, a laissé entendre le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des forces armées à Ituri, à l'issue d'un briefing opérationnel et sécuritaire tenu ce mardi 8 octobre 2024. La situation sécuritaire
est calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue de la province de l'Ituri où nos hommes contrôlent la situation. Pour ce, nous encourageons nos populations de continuer ces mouvements de retour là où les forces armées ont pacifié les zones, jadis théâtre des opérations, théâtre des combats entre la milice Zaïre et Codeco. L'heure est à la stabilisation de la situation sécuritaire et opérationnelle pour le bien-être de nos populations. Nous encourageons également nos hommes de continuer à pacifier l'Ituri et ceci est le message du commandant des opérations, lieutenant-général Boyanka Chamadjoni et gouverneur militaire. Ce briefing a connu la participation des commandants des grandes unités FARDC, PNC et de la MONUSCO, où les gouvernants militaires, entourés de son état-major, a minutieusement évalué la situation sécuritaire et opérationnelle en ville de Bunia et dans les différents territoires. Le patron des opérations a également transmis fidèlement les instructions du VPM de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Vita dans la conduite des opérations en mettant en vedette l'approche non militaire en vue de conquérir les esprits et désarmer les cœurs de certains enfants à pouvoir revenir dans les cas de la patrie. Les préoccupations ne s'arrêtent pas là. La sécurité routière est également mise en lumière. D'après les statistiques de la Commission nationale de prévention routière, la surcharge est l'une des principales causes de nombreux accidents de circulation enregistrés dans les provinces de Kinshasa et Congo central. Ce jeudi 10 octobre, un véhicule surchargé a failli se renverser au croisement des avenues Bypass et Pierre Elengesa. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Voiture de marque Noah, immatriculée 5230 AM10 et portant les numéros d'identification A1531 du Congo central, à provenance de la ville frontalière angolaise de Lufu, avec une montagne de marchandises et une dizaine de personnes à bord, a failli se renverser dans la matinée de ce jeudi 10 octobre 2024 au croisement des avenues Bypass et Pierre Elengesa, frontière naturelle entre les communes de Mongafula, Makala et Selembao, après un long voyage à cause de la surcharge. Jugez vous-même le niveau de l'incivisme routier atteint par certains automobilistes et chauffeurs, mi-chauffards congolais, sous les regards impuissants des agents de circulation routière commis dans ces coins de la capitale. Malgré l'intervention de quelques motards exploitant la ligne courant armé Willery pour éviter les pires, les châssis du véhicule restent collés à la chaussée et les pneus sont à l'air. Curieusement, au lieu de prendre la poudre d'escampette, les passagers à bord du véhicule de fortune regardaient la scène comme une pièce de théâtre sans s'inquiéter de leur sécurité. Heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme ni perte de marchandises, mais les véhicules restent immobilisés sur place et continuent de bloquer la circulation. La police de circulation routière a beaucoup de pain sur la planche, car la circulaire numéro 001/2019 interdisant la surcharge des véhicules pour prévenir les accidents est foulée aux pieds par les automobilistes. Les routes en mauvais état constituent un autre défi majeur pour la population, en particulier dans le Kasaï central, où les citoyens interpellent les autorités pour que les routes de grande importance soient réhabilitées, comme la route Kalambambouji et le tronçon Kananga-Ilebo. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et Giscard Tamba. Dans un état d'abandon qui ne dit pas son nom, les routes de Kananga offrent un spectacle désolant. Même si certaines sont déjà en cours de réhabilitation, l'essentiel de la voirie urbaine de Kananga donne des fils à retordre aux motos, véhicules, bus qui empruntent ces voies. Zela nyonso ya Kananga eza ya kobeba. Eza na nzela eza bien te. Place nyonso eza ba mabulu na route principale nyonso ya kobeba. Na Kasa central précisément na centre ville na Kananga. Bon, tout ça penza na mingi na nzela te. Ah, sikoyo biso net ba taximen. Tout ça passe sikoyo na nzela fort.
Donc zela kala mamu jango na etelemi chikapa kana yango etelemi. Donc awa ti kokomati na moeka ezaka ndenge wana ezaka baba zela moko ya mabe donc souffrance moko ya makasi. La population se tourne au gouvernement central à qui elle demande une intervention afin de voir la situation des infrastructures dans les Kasaï centrales améliorée. Pas gouvernement abongisi la biso nzela ya province na biso poto bando tambola bien toza la paix ko respirer bien. Gouvernement songa biso na nzela asala le biso na sali chikapa tala siko mbujumai eza donc kolonga kana nga mbujumai eza passe mais kolonga moyo na yitu mbujumai eza passe te tala neng babongisi wana biso toza kema makasi président gouvernement national central basala le biso nzela. L'impraticabilité des routes a entraîné la baisse du trafic sur différents axes avec une conséquence économique évidente. Bon nombre de produits de première nécessité ont vu leur prix galoper. On va faire place à la page internationale. Au Nigeria, la Société publique du pétrole vient de réajuster le prix du litre d'essence à la pompe, le fixant à 998 naira, soit 0,6 $ contre 0,5 $ d'après la dernière grille tarifaire, une hausse qui survient alors que la société publique a renoncé à son statut d'acheteur exclusif pour la distribution de l'essence de la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. La manœuvre ouvre ainsi la voie à un accès direct des négociants indépendants à l'offre de la raffinerie. Francine Moukeba. Ces développements arrivent également dans un contexte où la raffinerie reste silencieuse sur le prix réel de produits. Après avoir démenti les affirmations de la NNPC sur le coût d'achat de l'essence qu'elle produit, la société publique avait notamment indiqué qu'elle achète les litres d'essence au prix de la raffinerie à 898 naira. Alors que certains espéraient que la fin du monopole de la NNPC en tant qu'acheteur exclusif des Dangote raffineries ferait baisser le prix, deux inquiétudes subsistent. Il est craint que la NNPC ne maintienne le coût élevé pour favoriser ses intérêts dans l'importation des carburants. De plus, face à l'opacité de l'accord entre Dangote Refinerie et la NNPC, la Chambre de représentants a demandé au gouvernement d'intégrer des négociants indépendants dans la distribution directe de l'essence depuis la raffinerie. Dans le pays, on s'attend désormais à ce que le détaillant indépendant saisisse l'opportunité de cette mesure pour vendre les carburants au-dessus de 1000 naira dans la région le plus reculée comme le sud-est ou le nord du pays. Dans ces zones, les prix pourraient atteindre entre 1200 et 1300 naira, voire davantage. Cependant, la véritable bataille pour la raffinerie des Dangote réside dans sa capacité à satisfaire la demande nationale tout en assurant sa rentabilité. Bien que le Nigeria soit l'un des principaux fournisseurs de produits pétroliers dans la région des CEDEAO, avec la Côte d'Ivoire comme premier marché d'exportation, la suppression progressive des subventions risque d'accroître le prix de l'essence à la pompe. Actuellement, les autorités dépensent encore des milliards de naira pour maintenir le prix de l'essence à un niveau relativement bas. En 2024, il est prévu que le gouvernement dépense jusqu'à 5 400 milliards de naira pour maintenir ces subventions, malgré la décision du président Bola Tinubu de les réduire. Dans ces subventions, le prix pourrait augmenter encore davantage, ce qui pourrait nuire à la compétitivité de l'essence nigériane sur le marché local et chez ses voisins. De plus, la dévaluation continue du naira pourrait rendre le prix encore plus imprévisible. Notons que le Nigeria est déjà moins compétitif sur le marché du gasoil. Les prix du gasoil dans des pays comme l'Arabie Saoudite est de 0,84 $ par litre, bien inférieur à celui pratiqué au Nigeria. Longtemps marginalisés par le financement bancaire des PME de l'UEMOA voient de plus en plus une réorientation des flux de crédit en leur faveur. La question, est-ce que ce basculement serait-il inscrit dans une tendance durable? Suivez les détails avec Patience Lekik. Au deuxième trimestre 2024, les petites et moyennes entreprises ont pris les dessus.
La part de crédit qui leur est accordée dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine a bondi à 51%, selon un rapport publié en septembre par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une hausse de 9 points qui s'est faite au détriment des grandes entreprises, dont la part a reculé à 49%. Mais cette tendance va-t-elle durer? Ce n'est pas la première fois que les petites et moyennes entreprises s'imposent dans les paysages bancaires ouest-africains en termes d'obtention de crédits. Déjà au troisième trimestre en 2022, elles captaient 51,8% des crédits avant de grimper à 53,5% au quatrième trimestre. Toutefois, les petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours eu les vents en poupe. Début 2023, les grandes entreprises ont repris du terrain en renflant 53,85% des prêts au premier trimestre, ce qui laissait 46,15% aux plus petites structures. Si les petites et moyennes entreprises gagnent du terrain, c'est aussi grâce au rôle déterminant des deux locomotives économiques de l'Union, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils concentrent la majeure partie des crédits bancaires dans la région. Au deuxième trimestre 2024, les grandes entreprises ivoiriennes et sénégalaises captaient plus de moins de crédits que dans les autres pays de l'Union, avec respectivement 25,5% et 25,6% des prêts totaux. À l'opposé, en Guinée-Bissau, 64% des crédits allaient aux grandes entreprises, suivis du Nigeria, 49,5%, du Mali, 39,2%, du Togo, 36,8%, du Bénin, 34,1% et du Burkina Faso, 30,1%. Cette redistribution des crédits intervient dans un contexte où les banques se retrouvent sous pression. Les taux de l'injection hebdomadaire de la BCEAO, leur principal levier de refinancement, est passé de 3,5% à 5,5%, renchissant les coûts de fonds. Pourtant, l'encours total des crédits à l'économie a progressé de 1752,2 milliards de francs CFA, soit environ 3 milliards de dollars. Lisons à présent les journaux parus ce jeudi 10 octobre à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette revue de presse qui aborde des sujets variés, mais l'un d'entre eux revient particulièrement, l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour Info 27, cette élection renforce la voix de la RDC sur la scène internationale. La République démocratique du Congo, écrit le tabloïd, a franchi une étape majeure en étant élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027, avec 172 voix sur 190 lors des élections du 9 octobre 2024, le pays a obtenu la 6e place aux côtés de 17 autres nations. Cette victoire représente non seulement une reconnaissance internationale, mais elle offre également une occasion sans précédent pour la RDC de défendre les droits humains et ceux de ses citoyens. La prospérité s'intéresse quant à elle à la question de la révision constitutionnelle. André Alain Atundu s'insurge contre tout fanatisme aveugle, écrit-elle. L'ambassadeur André Alain Atundu, président de la Convention pour la démocratie et la République, a abordé cette question sur une chaîne de télévision locale, cherchant à recadrer certaines idées reçues. Il a reconnu la légitimité de la question tout en insistant sur le fait que le débat sur le sort de la Constitution est nécessaire. Chacun a son avis sur la nécessité de changer certaines dispositions ou d'écrire une nouvelle Constitution. Ce débat est le travail d'intellectuels et des politiciens et il ne peut être empêché par l'article garantissant la liberté de penser, a-t-il affirmé. Forum des As revient pour sa part sur l'affaire de Moulondé. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, a
réagi de la réhabilitation de la piste de Moulondé dans le Haut-Katanga lors d'une interview exclusive avec l'hebdomadaire Jeune Afrique. Affirmant ne rien se reprocher et déterminé à améliorer les infrastructures pour la population, Katumbi a rappelé que l'hélicoptère du président Félix Tshisekedi avait atterri sur une piste qu'il avait lui-même construite lors de l'inauguration du pont à Kasenga en octobre 2023. Il a dénoncé les accusations à son encontre, déclarant « On me cherche des pouces sur la tête ». De plus, 3 sénateurs de son parti ont fermement condamné ce qu'ils considèrent comme une tentative de judiciarisation à des fins politiques des œuvres sociales de Katumbi après le lancement des travaux de réhabilitation de la piste d'aviation de Moulondé. Clôturons cette revue avec le journal qui s'intéresse à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Lundi 7 octobre 2024, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a lors d'une réunion à l'hôtel de ville de Kinshasa, accordé 72 heures au bourgmestre pour lui présenter chacun son plan opérationnel de gestion des déchets de sa commune. Pour le confrère, ceci est un signal que les choses vont dans la bonne direction parce que avant Daniel Bumba, Kinshasa avait abordé la guerre contre l'insalubrité sans associer les bourgmestres pour les juger selon leur rendement au fil des opérations qui étaient menées dans cette optique. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les différents titres. Pour permettre la mobilité des agents de l'inspection générale de la police, le VEPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani a remis 4 jeeps à ce service. Vous avez suivi la cérémonie dans ce journal. Et puis l'insécurité bat son plein à Kinshasa, dans la commune de Matete. Les bandits y opèrent, même en plein jour, malgré la présence des sous-commissariats. Et puis à l'international, on a compris qu'en Afrique, le niveau de financement des PME ne cesse de s'accroître, bien que laissé depuis longtemps à la traîne. La question qui se pose actuellement est liée à la pérennisation de la tendance. C'est la fin totale de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Au revoir.